Bonsoir et bienvenue au Meetup Beyond Scrum Mastering. Euh, juste un mot sur le Meetup pour les gens qui nous rejoindraient à ce Meetup pour la première fois. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on existe et c'est un Meetup qu'on a créé au départ pour, euh, pour avoir un espace de discussion autour du métier de Scrum Master et de manière générale des métiers d'accompagnement des équipes agiles. Au-delà des méthodologies pour parler de tout ce qu'il peut y avoir autour et qui est un monde complexe d'accompagner les équipes dans leur transformation et dans leur travail au quotidien. Voilà, et donc dans ce cadre-là, évidemment, là, depuis la question de comment je fais enfin, comment je travaille en Scrum et en tant que Scrum Master en télétravail à distance. C'est une question moi, dont j'entends parler depuis déjà avant le Covid, hein, avec des entreprises qui peuvent avoir des personnes délocalisées dans d'autres pays ou dans des villes différentes et qui doivent travailler à distance même s'ils sont au bureau. Et là, c'est devenu une question forcément beaucoup d'actualité, puisqu'on s'est retrouvés tous, quasiment tous en télétravail du jour au lendemain sans forcément de préparation. Donc ça, c'est aussi très particulier. Et maintenant que ça devient beaucoup plus dans les mœurs, c'est qu'on se dit que ça va être amené à durer d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des formes hybrides, télétravail et présentiel. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder. Et donc, j'ai choisi ce soir d'inviter 3 Scrum Masters d'entreprises différentes pour en discuter sous format de table ronde. Donc, ce que je vais vous proposer comme format de meet-up, c'est qu'on commence par une table ronde où je vais poser des questions donc à nos 3 invités qui se présenteront aussi au début. Et quand on aura fini cette partie table ronde, on ouvrira aussi à vos questions, vos interventions, vos réactions sur le sujet. Donc, on a à peu près jusqu'à 20 heures, on verra comment ça se passe, et ce sera à peu près 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure pour 3 quarts d'heure de table ronde et puis 3 quarts d'heure de questions-réactions si vous en avez. Donc, pour commencer, je vais vous proposer de faire un petit tour de table pour que nos 3 invités puissent se présenter, présenter leur rôle, ce qu'ils font, dans quel contexte ils travaillent. Marion, si tu veux commencer. Yes, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Marion Letellier. Je travaille à la Thales Digital Factory depuis à peu près 3 ans, donc le début de l'existence de cette factory. Juste rappeler un petit peu le contexte et la mission de la factory. Thales s'est lancé en fait depuis un petit moment dans une grande transformation digitale du groupe et elle a choisi de créer une factory dédiée pour servir d'accélérateur dans la transformation digitale du groupe et de ses clients. Et dans ce cadre-là, la factory développe des plateformes pour héberger un certain nombre de services, développe des produits digitaux à travers des MVP ou du replatforming de produits existants, incubateur de start-up aussi, et une digital academy qui permet de un petit peu disséminer la culture digitale. Et donc dans ce cadre-là, moi je suis Scrum Master au sein de 2 équipes qui développent, qui travaillent sur la construction d'une plateforme homologuée pour exploiter des données sensibles. Voilà, donc je travaille avec ces équipes depuis ces 2 équipes-là depuis mai dernier, donc quasiment le début du confinement. Donc j'ai commencé avec ces équipes en remote. Voilà. J'enchaîne du coup, ouais. Du coup, moi, c'est Eline Boulet. Je suis actuellement Scrum Master chez Binext et en projet depuis juin 2020. Donc, j'ai commencé en full remote en plein Covid et actuellement, donc avec les équipes que j'accompagne. Donc, j'accompagne les équipes MAPI mobile. On est toujours en full remote et donc voilà. Ok, merci Eline. Ok, Et on a mais trois.
Je finis. Bonsoir à tous. Moi, je suis François Auger. Je travaille chez Oui SNCF sur un projet qui s'appelle l'Assistant, un projet mobile, peut-être installé sur votre téléphone. Je suis Scrum Master de 2 équipes. Et on a aussi, alors dans l'assistant, on est plusieurs Scrum Masters, donc on a aussi des rôles qu'on appelle systémiques. Donc on travaille aussi sur l'équipe en grand, puisqu'il y a 6 ou 7 équipes. On est en presque full télétravail depuis le premier confinement. Tout petit peu revenu sur site en septembre-octobre et ensuite on s'est remis en full télétravail. Voilà. Ah, Fleur. Ouais, je parle et je suis mute. Justement, en plus, j'étais en train de dire, Marion, comme on entend un peu le bruit Ouais. de ton truc derrière, là. Je peux essayer de changer de salle. Ouais, ou sinon, juste te couper ton son quand tu Le parles pas. micro. Ouais, Ok. ça suffira. Et François, on t'entendait pas hyper bien non plus. Donc voilà. Ah, alors je peux mettre mon casque si tu veux. Ouais, on va voir si c'est mieux. On va faire ça. Tu vas me dire si c'est mieux. Merci. Casque de gamer. Alors, on va continuer avec les questions pendant que François il met son casque. La première question que j'ai pour vous, c'est comment vous voyez votre rôle de Scrum Master déjà, avant qu'on rentre dans le à distance. Marion, tu veux bien commencer? Yes, toujours. Alors, rôle de Scrum Master, je pense assez classiquement, c'est un rôle pour moi globalement de facilitation. Facilitation des événements Scrum, évidemment, hein, être garant du cadre Scrum, en animant les rituels liés au framework. S'assurer évidemment que les objectifs des meetings sont bien compris par tout le monde, que les personnes restent focus, engagées, etc. Facilitation pour aider à lever les points de blocage du quotidien, tant sur les aspects humains que techniques, hein, au besoin. Facilitation pour aussi fluidifier les relations et la collaboration au sein de l'équipe, afin qu'elles aient des relations, enfin en tout cas des interactions de meilleure qualité. Donc voilà, vraiment un rôle de facilitation, de médiation aussi, en tout cas de tension, de conflit, voilà, aider, faciliter la bonne collaboration et maintenir une bonne dynamique d'équipe. Et du coup, je vais enchaîner. Hein. Marion, tu as fait une belle définition de ce qui est pour moi aussi un Scrum Master. Je rajouterais aussi peut-être la facette garant du cadre Scrum, garant de tout ce qui est valeur Scrum, de vraiment recentrer l'équipe sur produire de la valeur avant tout, voilà, tout ce qui tourne autour des valeurs Scrum. Et je te rejoins complètement dans le fait que le Scrum est un vrai facilitateur. Et on parlera encore plus de son rôle dans le cadre du remote. Mais oui, voilà. Et j'enchaîne. Est-ce que tu m'entends mieux, Fleur? Tu fais un signe comme ça. C'est bon? Moi, je la trouve pas évidente, cette question du rôle de Scrum Master. Je trouve que c'est un rôle où il y a beaucoup de sensibilités différentes entre ceux qui viennent de formations très techniques, ceux qui viennent de formations différentes. Et c'est pas évident d'avoir une réponse. Je trouve que chaque Scrum Master est vraiment unique et prend un peu ce rôle d'une manière assez unique. Je dirais que d'une manière plus globale, vous l'avez déjà dit, hein, mais moi j'aime bien dire qu'on met de l'huile dans les rouages, quoi. On essaie de faire en sorte que les choses se passent bien, on fait circuler l'information, on essaie de rendre les personnes heureuses d'être sur le projet, heureuses de faire leur projet, d'avancer, de faire que le projet fonctionne. Voilà, je pense qu'on a tous ces objectifs-là, de faire en sorte que les choses se passent bien, se passent le mieux possible. Et après, chacun le fait avec ses sensibilités et ses forces. Okay. Et du coup,
effectivement, je pense que ça dépend de chacun. Et c'était là aussi d'où venait ma question. C'était qu'est-ce que c'est pour toi? Quelle est ta sensibilité à toi en tant que Scrum Master? Je vais t'embêter, elle est bien. Non, ma sensibilité à moi, moi j'ai un background technique, donc j'ai une sensibilité de Scrum Master un peu technique. J'aime bien le dev, j'aime bien être proche des devs, des équipes, etc. Donc j'ai peut-être des fois même je suis peut-être des fois un peu trop micro, des fois avec les équipes, je peux me mêler de choses sur lesquelles je devrais pas me mêler, mais voilà, donc voilà, plutôt un Scrum Master avec une grosse sensibilité technique, si je devais décrire mon rôle. Alors moi, je serais plutôt la Scrum Master maman, mais maman pas dans le sens infantilisant, mais plutôt aider à gagner justement en autonomie, en responsabilité, voilà. Être au service d'eux et pas faire à la place d'eux. Mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'apprends en tant que mère et du quotidien que souvent j'essaye de reproduire dans les équipes. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en parallèle. Et moi, du coup, je pense que ma facette serait plutôt côté produit, puisque j'étais anciennement product owner, donc forcément, j'ai quelques, on va dire, habitudes qui reviennent. Et c'est vrai que dans la façon dont j'accompagne les équipes, je vais souvent être tournée assez produit, assez valeur, assez aussi UX un petit peu. Donc voilà. Super, merci. Alors, attaquons-nous à ce sujet du à distance. Quelles étaient les plus grosses difficultés, les freins que vous avez rencontrés en travaillant en tant que Scrum Master à distance dans votre métier et comment vous avez pu les surmonter? Emeline, puisque tu as le micro. Alors, moi, la particularité je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est que j'ai commencé mon nouveau projet en full remote. Et donc, la grosse difficulté que j'ai eue, c'est de ne pas rencontrer les gens à mon départ de projet. C'était un peu étrange, effectivement, de faire des cérémonies au tout début où on ne se voyait pas physiquement, d'arriver en tant que Scrum, pas physiquement, de rencontrer les gens et de ne pas les voir. Comment j'ai un petit peu mis de côté cet obstacle? En fait, j'ai fait quelque chose que je ne me pensais pas capable de faire. J'ai fait des cafés virtuels avec les gens en one-one, mais vraiment, j'ai pris du temps en one-one avec les gens pour les rencontrer. Et je pense que j'ai même limite passé plus de temps en one-one, en intimité même, avec des gens que j'aurais pas pu le faire en fait physiquement. C'est-à-dire, c'est des choses, j'ai pris plus le temps, tout le monde a pris plus du temps du coup pour moi-même m'accueillir. Et du coup, ce qui en découle, c'est que donc je suis arrivée, donc moi en tant que Scrum, il y a aussi deux développeurs qui sont arrivés en même temps que moi, donc il y avait aussi cette nouvelle équipe à construire. Et en essayant justement donc de faire tous ces petits points un petit peu informels, donc les cafés en one-one, créer un petit peu des rituels informels. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais mis en place avec mes équipes, où on se rencontrait une fois par semaine, on jouait à Among Us pendant 3/4 d'heure, et puis voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et au final, je ne pensais pas que c'était capable que ça arrive, mais de créer un super esprit d'équipe, même à distance. Si, c'est possible en fait. Et d'être onboardé à distance, c'est possible. Faut juste trouver des petites, des petits tips, mettre de l'informel, et puis au final, ça roule, hein. Donc voilà, c'était mon plus grand obstacle dont j'avais un petit peu peur avant de commencer mon projet. Et au final, a posteriori, ça se passe super bien maintenant. Donc voilà, il faut mettre un petit peu d'informel dans les choses et créer un bon esprit d'équipe. Alors moi, je peux rebondir. J'aimerais revenir sur le sentiment que ça m'a généré, en fait, vraiment les premiers ressentis que j'ai eus quand je me suis retrouvée en remote, quasiment du jour au lendemain, parce qu'on a été confinés du jour au lendemain. J'ai eu l'impression de me retrouver aveugle, en fait. Parce que pour moi, le rôle de Scrum Master, c'est un rôle qui est fort axé sur l'observation des comportements des personnes, des interactions, des gens, visualiser tout ce qui n'est pas dit, donc tout ce qui est communication non verbale.
Et j'ai vraiment eu l'impression, du jour au lendemain, de ne plus avoir ses yeux, en fait, sur l'équipe et de ne plus pouvoir capter finalement les signaux faibles. Et donc ça m'a beaucoup déstabilisée. Et en réaction, j'ai eu l'impression de multiplier les meetings, finalement, pour essayer de recréer quelque chose qui était là avant. Et donc, ça a fait exploser le nombre de réunions que je pouvais avoir pour faire des synchros, des one-one, voilà, pour essayer de capter des choses que je ne voyais plus, en fait. Donc là-dessus, je me soigne, entre guillemets. Je pense que j'ai beaucoup évolué aussi depuis ce début de travail en remote. Mais j'avoue que ça a été assez brutal, en fait, et assez perturbant de mon point de vue. Donc, j'ai pas encore surmonté complètement, parce que j'ai l'impression, malgré tout, ne pas avoir retrouvé tout. Mais on fait les choses différemment, quoi. Donc, il y a d'autres, je pense qu'on en reparlera après, mais il y a d'autres, je pense, pratiques qu'on peut utiliser, comme des rooms qui sont ouvertes de manière continue, par exemple, et sur lesquelles on peut venir se greffer juste en tant qu'observateur, voir des sessions de pairing, ce genre de choses, pour essayer d'observer des modes de fonctionnement et arriver à capter des choses au-delà de ce qu'on peut nous dire et sur lesquels on vient discuter avec les gens. Voilà. Donc ça, un point très important pour moi. C'est vrai que ça a été soudain. Ça a été incroyablement soudain quand même. Je crois qu'on n'était pas du tout préparé à ce passage en full remote. Et les premières difficultés ont été pour moi très pratico-pratiques. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à être opérationnel en remote, hein. Le DSM qu'on faisait tous ensemble devant le board, ok, on crée une réunion à distance DSM, le board qui était sur les murs, ok, on passe sur Jira, ce qu'on faisait pas, on avait Jira pour suivre en plus du board qui était sur les murs, mais du coup là on a tous commencé à suivre Jira. Donc toutes ces petites questions, ça c'est peut-être été la première difficulté. Il a fallu rapidement, en quelques jours, même en une ou deux journées, répondre à toutes ces petites questions de ok, comment est-ce qu'on continue à fonctionner, comment est-ce qu'on continue à travailler. Ensuite, c'est la rupture dans l'interaction sociale, les réunions qu'on fait où on voit les gens. Marion, tu as parlé d'être aveugle, hein, effectivement, je pense qu'on a tous ressenti ça. On se retrouve sur des réunions avec des gens qu'on ne voit plus. Alors certains mettent les caméras, tout le monde n'en avait pas, en tout cas chez nous tout le monde n'en avait pas. Et les réunions ça sont bizarres au départ, sont vraiment bizarres. On voit plus les gens, on voit plus leurs yeux, on voit plus leur comportement, on ne sait pas s'ils nous écoutent. Je me suis même senti seul des fois sur certaines réunions, peut-être des réunions un peu plus top-down où je parlais tout seul pendant plusieurs minutes, en sachant pas si on m'écoutait ou pas. Donc ça, c'était quelque chose à laquelle il a fallu s'habituer. Je pense toujours que les réunions à distance restent toujours moins efficaces que les réunions en présentiel, hein. Donc ça là-dessus, on peut faire tout ce qu'on veut, mettre des caméras, avoir des boards virtuels, avoir des boards blancs. Je pense qu'on ne remplacera jamais le fait d'être tous ensemble dans une salle autour d'un tableau et de se parler, quoi. Ça sera jamais aussi puissant. Et si je peux rebondir là sur cet aspect réunion, un des points aussi que je trouve changeant, c'est que finalement, c'est hyper compliqué de garder les gens. Un workshop qui aurait duré 2 ou 3 heures en présentiel, tu le fais en remote, en fait, tu n'arrives pas à maintenir les gens aussi longtemps sur soit des longues cérémonies, soit des longs workshops. Et du coup, ça nécessite déjà de beaucoup plus anticiper et préparer ces workshops et de l'adapter au remote. Comment est-ce que finalement tu peux arriver à dynamiser en séance et peut-être faire en plusieurs fois, de plusieurs 30 minutes, 1 heure, finalement de réduire ces temps de meeting, quitte à en faire plusieurs fois et de reproduire, de le faire en plusieurs fois. Et en fait, tu n'arrives pas à savoir. C'est dur de savoir si les gens sont hyper focus parce que tu es vite distrait en fait. Soit tu as des enfants à côté, soit tu as un call, tu peux checker tes mails. Et en fait,
tu as du mal à maintenir les gens focus dans un meeting en mode virtuel. Et je suis assez alignée sur le fait que c'est compliqué, c'est plus compliqué d'avoir des bonnes interactions en meeting en remote qu'en présentiel. Il y a peut-être quelques avantages sur les réunions remote. Là, je vois sur le chat, j'ai l'impression que quelqu'un en parlait. Mais peut-être, on est obligé de. Une personne prend la parole, on ne peut pas parler à plusieurs en réunion. Ça peut être un avantage. Une personne prend la parole et on l'écoute. Il n'y a pas des petites discussions qui se créent en parallèle. Alors, est-ce que c'est un avantage ou pas? Donc, il y a des petites choses qu'on pourrait considérer comme mieux, mais globalement, je trouve que c'est quand même un peu moins efficace. Et peut-être une dernière chose aussi, pas forcément une difficulté, mais une remarque, l'importance de l'outil collaboratif en remote. Alors, je pense qu'on utilisait tous Slack, Teams ou équivalent, mais du coup en remote c'est vraiment devenu plus que central, quoi. C'est devenu la ligne de vie de tout le monde, cet outil-là. Autant on pouvait un peu s'en passer quand on était tous ensemble sur site. Là, autant ces outils-là sont devenus vraiment la ligne de vie. Et quand d'ailleurs il y a des arrêts de temps en temps, je crois qu'il y en a eu sur Teams, pendant quelques heures, ça fonctionnait plus. C'est un peu, c'est très problématique. Voilà pour moi, j'ai fait le tour des difficultés, je crois. Merci pour les. Ouais. Marion, tu voulais. Ouais, il y en a plein, j'en ai plein en fait. Je trouve que ça. Alors, le contexte d'avant remote, chez nous, c'était vraiment un plateau complet d'équipes, de squads, finalement une espèce de fourmilière de squads qui travaillaient sur différents sujets complètement différents ou des sujets en commun. Par exemple, les équipes plateformes travaillent souvent entre elles. Et je trouve que une des difficultés, c'est que ça a siloté à la fois les équipes qui travaillaient côte à côte, mais aussi les gens à l'intérieur parfois des équipes. Et finalement, au lieu d'avoir une espèce de cross-fertilisation, de partage de connaissances, de pratiques, ça a recentré les gens sur leurs projets et c'est devenu plus difficile de partager au-delà de son équipe et même parfois des fois dans son équipe. Ça peut resiloter un peu. Donc, il faut recréer finalement soit des communautés de pratique, de manière générale des communautés, des espaces de partage pour capitaliser. Et ça, l'aspect colocalisation a pour moi un fort impact sur ces aspects-là. Merci. Alors, on a parlé des difficultés, mais je voudrais qu'on voit un peu le pendant de ça et que vous nous disiez pour vous qu'est-ce qui fonctionne bien en remote, qu'est-ce qui marche bien, voire même qu'est-ce qui marche mieux en remote que quand on était au bureau. Moi, je trouve que ce qui marche bien en remote par rapport à quand on est en open space, par exemple, en tant que Scrum Master, ça va être les moments de veille, les moments un petit peu d'introspection, d'intervision avec soi-même aussi. Effectivement, là, on est moins, entre guillemets, dérangé, où on peut plus se mettre des créneaux, où là, on est vraiment concentré, on fait de la veille, ou alors on essaye de tacler un petit sujet sur lequel on veut travailler avec les équipes qu'on accompagne. Contrairement à un open space où effectivement, il y a toutes les interactions, ça c'est super cool, mais on peut être vite dérangé pour justement répondre à quelque chose, à quelqu'un, etc. Donc là, c'est vrai qu'en termes de veille, c'est appréciable d'être au calme. Après, moi, il y avait un autre point qui va peut-être être un peu contradictoire avec justement ce que vous disiez, François et Marion. Les ateliers, je trouve qu'ils fonctionnent bien, en tout cas de mon côté, en remote. Surtout les rétros, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit en remote ou quoi, mais j'ai l'impression que les gens se le délivrent un peu plus. Le fait de ne pas être là physiquement, parfois ils se confient un petit peu plus. Peut-être qu'ils n'auraient pas forcément osé le dire alors qu'on était tous là. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'être en remote ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression. Les rétros, pour moi, ça marche plutôt bien. C'est assez challengeant d'ailleurs ça demande beaucoup plus de travail parce que beaucoup plus de préparation, de revoir un peu les formats qu'on avait l'habitude de faire en physique. Mais en tout cas, les rétros s'adaptent très bien
en remote via des outils comme François, tu disais tout à l'heure, Teams, Slack, mais des outils collaboratifs du style Draft, par exemple. C'est top pour faire des rétros à distance. Et en tout cas, nous, ça a super bien marché dans l'équipe. Donc, voilà. Moi, je trouve que ce qui marche bien, voire très bien, c'est l'aspect visual management. Si on est bien outillé, évidemment, je sais que chez nous, moi personnellement, j'ai découvert l'outil Miro. Et merci aux équipes IT qui nous ont permis d'avoir des licences à gogo pour qu'on puisse vraiment exploiter tout ce qu'on pouvait de cet outil. Mais j'ai trouvé ça finalement assez puissant. Et on a pu aller très loin dans le visual management, à la fois sur des présentations de roadmap, même sur des animations de workshops, sur des phases de cadrage, avec des équipes assez énormes, enfin, même sur des rétros, pareil, avec un nombre de personnes impressionnant. On a pu s'appuyer sur des outils, je trouve, assez performants. Et on a peut-être été des fois plus loin que ce qu'on aurait fait en management visuel classique sur des tableaux blancs, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai que les outils T-Draft, Miro, il y a Klaxoon aussi, je ne sais pas si vous avez testé, qui est Ouais. qui amène un côté, on peut déclencher des petits sondages, un côté peut-être un peu plus fun, qui n'existe pas forcément dans Miro et dans Draft. Alors étonnamment, moi, la rétro, non, je trouve qu'elle marche moins bien, en tout cas celle que je fais. Alors c'est peut-être moi qui l'a fait mal. Mais il y a un autre cérémonie qui marche bien, je trouve, qui marche même mieux, c'est le refinement ou grooming, je ne sais pas comment vous l'appelez. Justement, via les outils dont tu parlais, Emeline, Draft notamment, où là, on peut vraiment faire des trucs visuels sur les stories, mettre des screenshots, des écrans, etc., réfléchir ensemble, avoir vraiment une intelligence collective. Alors, nous on travaillait et grâce à notre PO Justine aussi, on a commencé à faire de l'example mapping ou de l'event storming sur les stories. Et autant quand on était ensemble, c'était un peu difficile parce que il y a un problème de place des fois dans les salles. L'atelier se passe sur un mur, mais tout le monde ne peut pas être en face du mur. Donc de temps en temps, il y a un problème de place. Écrire sur des post-it, c'est quand même moins sympa que écrire sur des boards virtuels. Ça, je trouve que tu crées beaucoup plus facilement avec un clavier. Du coup, pour tout ça, effectivement, le refinement se passe plutôt bien et même plus efficace. Un autre truc qui a bien marché aussi, nous, c'est qu'on a fait des katas de code, des katas en remote. Et ça, c'était plutôt sympa. Alors, on en avait pas fait quand on était tous ensemble. Alors, je pense que ça marche aussi très bien quand on est tous ensemble, mais en remote, ça marche aussi très bien via des outils adaptés. Voilà, tous sur le même code, avec plein de petites souris qui se baladent pour que tout le monde puisse éditer le code en même temps en parallèle, et ça marche plutôt très bien. Moi, ce que je trouve qui marche bien aussi, c'est tous les one-one et les séances de feedback. Et Émilie, tu en as parlé un petit peu. C'est que j'ai l'impression que les gens, des fois, se sentent un peu plus libres de parler. Ça libère un petit peu la parole. Par contre, le pendant, c'est que je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on parle, peser le poids des mots, en fait, faire attention, parce que des fois, les choses peuvent être mal interprétées ou voilà, apporter quelques jugements. Mais malgré tout, je trouve que les interactions en one-one et les séances de feedback se passent plutôt bien. Alors, je peux vous partager, si je peux vous partager mon écran pour vous montrer un exemple d'example mapping, si ça vous intéresse. Hop. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient... j'en avais mis de côté. Alors peut-être voilà. Vous voyez l'écran? Vous voyez mon écran? Ouais, merci. Donc voilà un exemple de ce qu'on a pu faire sur un sujet, sur afficher des tweets.
Donc, example mapping, la story, les différentes règles, les différents exemples à chaque fois, et les questions aussi en rouge. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'avec Draft, ça se prête vraiment bien, tout le monde pouvant interagir en parallèle en même temps. Ou autre exemple un peu plus basé sur de l'event storming avec des petits schémas, etc., pour réfléchir à des problématiques. Voilà, donc ça se fait bien. Alors, comment on arrête le partage? Ok, merci pour ces partages. Ma question suivante, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris avec le passage au télétravail? Est-ce que vous avez eu des grandes surprises ou des surprises qui vous ont changé vos convictions ou vos croyances sur le remote? Moi, s'il y a quelque chose qui a vraiment changé dans mes croyances, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de créer du lien. Le fait, tout le côté esprit d'équipe, etc., où je pensais que ce serait vraiment difficile de le mettre en place via le remote. Et au final, bah, là, avec les équipes que j'accompagne, via tous les petits événements informels qu'on a fait, même ne serait-ce que de prendre 3 minutes parce que, en gros, notre daily, on l'a fait, on l'a fait super rapidement. Bah, les 3 dernières minutes qui nous restent, on papote un petit peu. Au fil du temps, on a quand même créé un super esprit d'équipe et ça, je pensais que ce serait vraiment pas facile à faire en remote. Et au final, ça se fait plutôt bien. Je prends aussi l'exemple typiquement de chez Binext, on a des groupes de mentoring et on se voit une fois par semaine. C'est un groupe qu'on ne s'est presque pas vu physiquement, mais on a quand même créé des liens super forts parce qu'on se voyait une fois par semaine. Et le fait d'être aussi à la caméra, on en discutait un petit peu avec Fleur juste avant, mais de voir aussi le fait que les gens soient chez eux, ça crée une certaine proximité. Et ça, c'est vrai que bah, je ne pensais pas que ce serait possible, mais bah, en tout cas, avec le remote, j'ai créé des liens. et, ouais, ça a pas mal bousculé mes croyances là-dessus. Ouais. Ouais, pareil. Moi, c'est impressionnant. Je suis toujours très surprise de à quel point j'ai appris sur les gens à travers un fond d'écran Teams, quoi. Même si les gens ne partageaient pas un quotidien finalement avec leur cuisine, leur salon, etc. Finalement, à travers l'opportunité d'avoir des fonds d'écran Teams, par exemple, c'est un exemple, mais on apprend énormément et ça génère énormément de discussions très intéressantes où on apprend finalement à connaître. Ça brise un peu la glace aussi. Ça permet pas mal d'icebreakers. Et après, pour ceux qui ont vraiment voulu dévoiler un peu leur intimité, oui, je pense qu'il y a une forme de tolérance aussi qui s'est développée avec les gens parce que voilà, toutes les interruptions avec des enfants, le livreur, enfin plein de choses qui arrivent et qui finalement on a l'impression de vivre avec les gens aussi. Donc voilà, même si on n'est pas à côté, finalement on découvre énormément de cette intimité et ça crée du lien. Alors moi, ma première surprise déjà, c'est que je peux faire du télétravail. J'en avais déjà fait avant, en fait. Ça s'était mal passé. Voilà, j'avais du mal à me mettre dans un contexte de travail quand j'étais chez moi. Et là, comme tout le monde, on s'est tous retrouvés dans ce contexte-là. Et ben voilà, je pense que ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai réussi à prendre le rythme et à pas me faire déranger par la console ou la télé. Donc voilà, déjà, je vois que je peux le faire. C'est déjà pas mal. Ensuite, je ne savais pas quel impact sur l'efficacité de l'équipe, sur la performance de l'équipe. Alors, on suit pas mal de KPI et les KPI ont montré que la performance était au moins la même, voire meilleure, du moment où on a été en télétravail.
Donc voilà, sur la vélocité, sur le nombre de bugs, sur des choses comme ça, il n'y a pas eu du tout de dégradation des KPI qu'on peut suivre. Alors ça reste des KPI. Le mood est resté bon aussi d'ailleurs. Donc tous les KPI classiques qu'on suit sont restés bons. Ça c'était, j'étais pas certain qu'on n'ait pas une dégradation de la performance. La pause café à distance, vous l'avez dit, ouais, ça marche. Ça c'est hyper étonnant aussi. Je n'y croyais pas du tout. On s'en a posé une pause café en se disant bah tiens, faut qu'on continue à créer du lien. Et puis la pause café de 16h, 16h30, elle est encore là depuis donc le premier confinement. Et on se fait cette pause-là sur des jeux comme Among Us, Emeline t'en a parlé, ou Codename, etc. Et c'est tous les jours, on se fait cette pause café, quoi. Et ça tient. Et ça, j'y croyais pas trop. Et dernière chose, dernière surprise, c'est l'onboarding à distance. Oui, il y a des gens qui peuvent rejoindre l'équipe sans qu'on les voit, sans qu'on les connaisse avant. Nous, on a eu 2 personnes pour qui ça a été le cas et ça s'est hyper bien passé. J'ai vraiment pas de enfin, j'ai l'impression que ça s'est passé aussi bien que si on était tous ensemble. Voilà, ça c'était pas gagné non plus et ça marche. Alors après, une de mes questions aussi, c'est, les équipes dans lesquelles on est, elles ont déjà une culture forte pour la plupart. On n'est pas en train de recréer une équipe de zéro, en tout cas moi ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui se passe quand, tu dois créer une équipe vraiment de zéro et que tout le monde est à distance? Là, c'est peut-être plus compliqué. Parce que voilà, là c'était dans la continuité, on avait un noyau dur, les équipes elles se connaissaient déjà, donc on rajoute 1 ou 2 personnes et ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe quand on monte une nouvelle équipe et que personne se connaît et que tout se fait à distance? Ça, je ne saurais pas répondre. Ok, merci. Est-ce que cette expérience-là que vous avez depuis presque un an maintenant, elle a changé votre posture en tant que Scrum Master ou votre perception de votre rôle? Alors oui, parce que bah, un petit peu comme pour les autres, c'est-à-dire que je pensais vraiment que le Scrum Mastering et le télétravail étaient vraiment des notions finalement très paradoxales et il n'y avait pas beaucoup de liens entre les deux et que finalement le Scrum Master devait assurer une certaine proximité et au final on fait sauter ça et on développe d'autres pratiques. Voilà. Moi, je doutais vraiment de ma capacité à être une bonne Scrum Master en remote. Je ne pensais pas être capable de le faire. En tout cas, je considérais que l'aspect colocalisé était vraiment la base, en fait, la fondation qui permettait de construire un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait facilement, mine de rien, onboarder des gens, les intégrer, créer une dynamique malgré tout. Même sur des équipes qui démarrent ensemble sans se connaître avant. C'était le cas d'une de mes équipes. Voilà, je pense qu'ici, il y a la motivation, l'envie de maintenir un lien, ça se fait bien en fait. Créer des moments informels, donc tout ça on l'a dit. Hein, mais... Donc ça a changé ma perception, oui, parce que je ne pensais pas que c'était compatible en fait. Vraiment. Il y a une bonne question, je trouve, dans le chat sur qui a le plus de mal pour le remote, manager, dev, PO, testeur. Est-ce qu'il y a un rôle un profil qui a le plus de mal à exister, à vivre en remote? Je sais pas. Peut-être c'est vrai que par défaut, j'aurais dit que le Scrum Master, comme tu dis Marion, ça ne marchait pas en remote, c'était pas possible. Qu'il fallait être colocalisé avec l'équipe pour être un bon Scrum Master. Ouais, on prouve que c'est pas le cas. Après, voilà, le rôle de Scrum Master pour moi, que ce soit en remote ou sur site, colocalisé, reste le même, hein, sur faciliter les choses, faire en sorte que l'équipe se passe bien. On change un peu nos outils, on change un peu notre manière de faire, mais fondamentalement, pour moi, notre rôle ne change pas.
Ouais, je te rejoins un peu, François. Je dirais même qu'il ne change pas, il est d'autant plus important parce qu'on va être encore plus alerte sur justement essayer de capter les signaux faibles, comme tu disais, Marion, tout à l'heure, d'une autre manière. Euh, et euh, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, moi, ça n'a pas changé ma perception, mais ça a renforcé l'idée que j'avais que oui, c'est un rôle très important pour mettre de l'huile dans les rouages, pour vraiment faciliter, pour capter les signaux faibles, pour d'autant plus en remote. Donc, voilà. Chat qui se met à gueuler. On aura eu le droit au miaulement de Gnocchi pendant le meet-up. Voilà. Je vais vous poser une dernière question et puis on ouvrira la discussion à tout le monde. Ma dernière question, c'est quelles sont les pratiques de télétravail que vous recommandez, qui vous ont plu, que vous avez essayé ou que vous avez envie d'essayer pour le remote? Alors déjà les boards virtuels, hein, je sais pas si c'est une pratique ou un outil, mais bon, c'est indispensable. Donc on a parlé de Miro, de Draft et de Klaxoon. Draft, c'est français, je crois. Peut-être petite préférence pour Draft pour ces conditions-là. Miro, c'est hyper complet, hein, avec plein de templates. Et Klaxoon, moi j'aime bien le côté pouvoir déclencher des petits sondages, des petits événements pendant l'atelier. Il y a des modes aussi, des modes aventure dans Klaxoon qui sont intéressants à découvrir, où on peut, par exemple, pour l'outboarding, créer un mode aventure avec des questionnaires, des vidéos, etc. Ça peut être pas mal aussi. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Ouais. La pause café virtuelle, via des jeux. Voilà, il y a plein maintenant, je pense qu'on les connaît tous, hein, mais je pense que c'est vraiment important pour garder la dynamique d'équipe. Donc nous, on joue beaucoup à Among Us, hein, qui est quand même un jeu où il faut se tuer les uns les autres et ensuite essayer de se mentir pour pas se faire pas se faire choper. Alors, je crois qu'on devient assez bon en mensonge. Ça nous aide. Est-ce que vous Euh, coupez la caméra, vous aussi, ou pas? on met pas de Ça, c'est caméra du tout, non. Ouais, on met pas ouais. de caméra, donc on la coupe pas, mais puisqu'on n'en a Parce pas. que du coup, jouer à mon gosse avec une caméra, ça peut être très difficile de cacher si C'est on est vrai que l'imposteur. mais c'est très drôle. Codename aussi, il est très bien fait. Il y a un petit site Codename très facile où il n'y a pas d'inscription à faire. Sauf sur Among Us, il faut quand même installer le truc. Le coût d'entrée, des fois, est peut-être pour juste jouer très rapidement est peut-être un peu haut. Mais il y a des trucs plus faciles comme Codename qui marchent très bien et qu'on a fait pendant longtemps. Ou Scribble, hein, je pense que tout le monde l'a fait aussi pour le dessin. Et alors, je rajouterais une autre pratique qu'on a chez nous et que je trouvais très utile dans ces conditions-là, qui n'est pas forcément liée au télétravail. C'est ce qu'on appelle, nous, on a tous les matins, avant de faire les DSM, comme on est une grosse équipe de 70 personnes, et ensuite divisé en feature team, on a ce qu'on appelle un JT. Donc, c'est le premier événement de la journée, c'est tout le monde. Et ça permet de donner les news. Et pourquoi ça a été hyper important dans ces télétravail? Parce que ça changeait beaucoup. Ça changeait presque tous les jours. Du jour au lendemain, on avait des choses qui arrivaient, des nouvelles qui arrivaient, en disant vous êtes en télétravail, vous êtes plus en télétravail, il faut s'organiser comme ci, comme ça. Et l'avantage d'avoir cette cérémonie tous les matins qui dure une dizaine de minutes et qui donne les news de la journée, c'était que dès qu'il se passait quelque chose, on pouvait être complètement transparent et donner l'information du jour au lendemain via cette cérémonie. Et avoir un peu de feedback, contrairement, on aurait pu donner aussi les infos via les chats générales qu'on a sur Team ou sur Slack, mais le JT, comme c'est une discussion, ça permet aussi de prendre les questions quand il se passe quelque chose. Donc ça c'était plutôt bien et j'aime bien ce truc-là aussi parce que ça nous permet de commencer tous ensemble. On essaye de garder, malgré qu'on soit 70 en tout, on essaye de garder cet état d'esprit d'être une seule équipe. Et le fait de commencer tous les matins avec une réunion ensemble et de pas commencer par des DSM feature team, c'est vraiment important, je trouve, de commencer vraiment avec toute la team en grand, quoi.
Voilà. Moi, parmi les pratiques qui fonctionnent bien, c'est que pendant un moment, les équipes, et encore maintenant, hein, se plaignent beaucoup de tous les meetings en fait, qu'on a tous les jours pendant le sprint. Donc du coup, on a décidé de faire des focus time, donc des créneaux qu'on se réverse sur des demi-journées, une ou plusieurs fois dans le sprint, et où on s'interdit finalement d'avoir des meetings sur ces créneaux pour être beaucoup plus focus et être plus productif dans nos activités. Et ça marche plutôt bien. C'est plutôt apprécié des équipes. Ouais, je te rejoins, Marion. Moi, c'est quelque chose on me remontait beaucoup en rétro. En fait, c'est surtout pour la dev team qui était beaucoup sollicitée sur la messagerie instantanée. Et du coup, j'ai pas mal travaillé avec eux sur leur faire comprendre aussi que c'est pas grave s'ils répondaient pas tout de suite, parce qu'il y en avait, tout de suite, ils recevaient un message, il fallait qu'ils répondent dans la minute, et du coup, ils s'interrompaient dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, travailler un peu avec la dev team sur leur faire comprendre que c'est pas grave s'ils répondent en asynchrone. Et puis réserver aussi des créneaux pour produire, en fait, pour qu'ils soient concentrés, entre guillemets, dans le code. Nous, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on mettait les meetings que le matin et l'après-midi, ils étaient tranquilles pour ça, quoi. Mais je pense que c'est vrai que c'est important parce qu'il y a cette impression avec les messageries instantanées que tout doit être instantané, en fait, alors qu'en vrai, on peut très bien prendre le temps de répondre. Et après, il faut aussi que les autres parties prenantes, donc les autres équipes, soient en phase avec ça. Donc ça, c'est encore un autre travail à faire. Mais en tout cas, à la maille de l'équipe, je pense que c'est déjà important de le mettre en place et de bien leur faire comprendre que c'est pas grave s'ils répondent pas tout de suite. Y a... Le focus time, nous, on l'avait fait justement sur toutes les équipes en même temps, pour éviter, parce que quand il y a des meetings qui sont liés sur des dépendances inter-team, c'était justement pour éviter aussi ça, de mettre des meetings. Parce que tu peux avoir un focus time dans une équipe, et puis finalement, si une autre équipe te met un meeting, ça casse un peu la dynamique. Mais je te rejoins vraiment sur l'aspect synchrone, asynchrone. Je pense que là-dessus, ça a été plutôt bien aussi, c'est que tout ça, ça permet d'avoir des discussions très intéressantes sur les manières dont on travaille et comment est-ce qu'on va travailler ensemble en remote, de clarifier à la fois les meetings, même tous les outils de communication en fait aussi. Clarifier, ok, le mail on l'utilise pourquoi, le Teams on l'utilise pourquoi, on s'appelle quand, quoi. Donc clarifier en fait les intentions derrière chaque outil de communication, et aussi clarifier les meetings, quoi. Et bien préciser, finalement, on monte un meeting, être clair sur les objectifs, qu'est-ce qu'on attend en sortie, qui on fait participer, parce qu'on a tendance aussi à arroser un peu tout le monde un peu facilement en visio, enfin en remote, et à travers les visios. Donc, finalement, bien travailler sur ces aspects-là, c'est plutôt bénéfique. Ça permet de reclarifier les règles. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre du coup d'autres questions. Je crois qu'il y en a eu déjà quelques-unes qui sont passées dans la conversation. Et sinon, on peut prendre aussi des questions si vous voulez mettre le son pour poser des questions ou réagir. C'est possible. C'est quoi DSM? Des Daily Scrum Meeting, c'est le Daily Meeting. Oui, je confirme. C'est peut-être moi qui ai dit ça, oui. On appelle ça DSM chez nous. Ouais. Daily Stand-Up Meeting. Stand-up meeting, ouais. On a mélangé le daily meeting, le stand-up meeting. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc, Ouais, mais daily stand-up meeting, je sais pas si ça fonctionne encore vu qu'on est tous assis devant nos PC maintenant. c'est vrai. Alors sinon, je pense qu'on avait j'avais vu passer des questions dans le chat. Il y avait une question de Jean-William qui demandait comment a évolué votre relation avec votre PO depuis le télétravail. Est-ce que ça vous a plus compliqué la vie ou est-ce que ça vous a rapproché de votre PO? Relation horrible avec ma PO.
Non, je dis ça parce qu'elle doit être dans elle doit être dans la réunion. Justine, Euh, Je savais bien qu'il me ferait une petite blague, c'est pas grave. non, après le PO est tellement intégré en plein à l'équipe que finalement il ou elle vit les mêmes problématiques, hein, qu'on vit ça ensemble, hein. On est une équipe. La différence de relation peut-être avec des gens qui sont moins proches, avec chez nous les UX, les UX UI qui sont peut-être un peu plus loin, ou des supports comme l'équipe sécurité, l'équipe architecture, etc. Mais la PO, elle est avec nous, le ou la PO, elle est avec nous tous les jours, elle est avec l'équipe tous les jours, donc on vit les difficultés ensemble et je veux même en dire que ça renforce les liens, hein. Pareil, je pense que ça a renforcé plutôt la relation, ça a donné plus de proximité finalement. On s'est peut-être plus appelé, on a fait peut-être plus de points de synchro, plus partagé les difficultés, les opportunités de changement. Donc voilà. En tout cas, nous, on a une PO très ouverte et très axée amélioration continue, donc elle est en adaptation au quotidien. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment de point de comparaison avec la même équipe qu'avant et après le remote, puisque j'ai toujours été en remote avec eux. Mais si je compare avec les autres équipes avec qui j'étais avant, je pense que ça change pas grand-chose. Pour moi, le PO fait partie de l'équipe et, et peut-être, oui, il y a besoin parfois d'un peu plus synchroniser le PO avec les devs et c'est à ma charge. Donc, mais effectivement, je vois pas de relation dégradée de mon côté en tout cas. Ok. Oula, il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Alors Laurent demande quelles pourraient être là ou les évolutions que vous attendriez pour améliorer encore le remote. Alors pour moi, une évolution, ça serait de ne pas faire que du remote, justement. Je suis persuadé que avoir essayé de mélanger les deux, être sur site 2-3 jours, faire du remote 2 ou 3 jours par semaine, c'est peut-être le duo gagnant pour essayer d'avoir l'avantage des deux. Avoir des journées où on se retrouve sur site, on peut peut-être organiser des réunions ou des ateliers qui nécessitent d'être tous ensemble. Et des moments où on est tous en remote. Je pense que les conditions actuelles ont libéré le télétravail, hein, et ça, on ne reviendra pas en arrière. Par contre, j'attends avec impatience que la situation quand même se stagne un peu, se stabilise un peu, pour qu'on puisse enfin revenir un peu sur site et adopter un rythme, ce qui nous sera chez WSNCF sera le rythme final, hein. C'est un rythme où on aura 3 jours de télétravail et 2 jours sur site. Et moi, j'ai la conviction que ce rythme-là va vraiment être le rythme parfait, quoi. Alors, pour rebondir sur ça, nous, justement, chez nous, on est dans un mode où on se retrouve une fois par semaine. Alors moi, je considère que ce n'est pas du tout suffisant, j'aimerais beaucoup plus. Par contre, finalement, il y a des gens qui n'ont pas envie de revenir, qui s'y retrouvent bien sur ces aspects remote. Donc, ça peut être difficile aussi de revenir en arrière et de réintégrer des journées quotidien. Donc, dans mes deux équipes, la réalité est assez différente, mais dans une équipe, on est très content de se retrouver et les gens viennent régulièrement sur le site le jour de la semaine où c'est notre jour. Et pour le coup, on privilégie ces journées sur des ateliers où en effet, on doit être tous ensemble. Et je les sensibilise beaucoup aussi sur le fait de se dire, bon, faut éviter peut-être de se dire que ça va être une journée productive. C'est une journée où on essaye de capitaliser sur notre lien social. Voilà, on essaye de vraiment prendre du temps ensemble pour partager, voilà, pour passer plus que 10 minutes au café. Voilà, c'est important en fait de maintenir ça et de ne pas attendre de cette journée qu'elle soit productive, forcément. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est un moment de partage. Ouais, je vous rejoins un peu aussi sur le fait de faire un peu d'hybride parce que effectivement, moi je suis en remote depuis très très longtemps maintenant et ça me ferait extrêmement plaisir de revoir les équipes. Même eux, je pense qu'ils seraient contents qu'on se revoie. Après, je pense qu'il y a un truc qui est assez important, c'est aussi de laisser le choix aux gens de choisir en fait.
le fait d'être contraint, peut-être que c'est ce qui peut aussi bloquer. Le fait, là, par exemple, d'être contraint de rester 5 jours en remote, bah oui, on le vit moins bien. Le fait de nous contraindre à revenir 3 jours, alors qu'on pourrait en revenir que 2, peut-être que ça se passera moins bien. Je pense que c'est important de laisser le choix aux gens de choisir ce qui leur convient, aux équipes de choisir ce qui leur convient et de le faire en bonne intelligence avec les autres équipes. Enfin, voilà, de pas contraindre, en fait, les équipes, de faire ci ou ça parce qu'on pense que c'est bien pour elles, quoi. Par contre, moi, je suis convaincue qu'il faut que les gens reviennent en même temps. Parce que si c'est pour vivre une expérience où finalement, tu es 2 sur place, les autres sont en remote et que finalement, tu passes ta journée avec un casque, parce que finalement, tu reproduis juste ton environnement au bureau, c'est dommage en fait. On loupe quelque chose, je pense. Je suis d'accord avec toi, Marion, hein. Je pense qu'il faut définir des journées communes, sinon autant rester en remote. Après, laisser le choix, oui. Après, il faut aussi un cadre, hein. Il faut aussi un cadre et chaque entreprise a ses convictions. Voilà, faut s'inscrire dans le cadre aussi de l'entreprise. Alors, il y a une question de Thomas qui me demande est-ce que le full remote a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements invisibles jusque-là? C'est une question très intéressante. Dans une de mes équipes, je pense que ça a mis en exergue le manque de confiance qu'ils ont entre eux. Et ça a renforcé les silos. Chose qui se voyait moins, je pense, avant. En tout cas, de ma perception. Pas de mon côté, non. Je crois pas. J'ai rien. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête là. Pas non plus. Est-ce que vous faites des icebreakers à chaque réunion, vous demande Sabine? Non. L'icebreaker, trop d'icebreaker, tue l'icebreaker. Oui, pareil, moi je le fais que quand je pense que je sens qu'il y a besoin de le faire, quoi. Les energizers parfois, un peu plus souvent, pour un petit peu redynamiser l'équipe quand il y a le mood un peu, voilà, mais pas à chaque instance. Pareil, de temps en temps, quand j'estime que voilà, quand je pense que c'est nécessaire, mais pas à chaque fois. De toute façon, si on devait le faire à chaque fois, il y aurait pas assez d'icebreaker. Ou alors on se répéterait peut-être. Ouais. Sarah, elle dit l'icebreaker, c'est le livreur. C'est un peu ça. Moi, ce que je fais, c'est plus enfin, surtout maintenant qu'on est en remote et qu'on a moins le temps informel, c'est qu'en début de réunion, je vais laisser 5 minutes de blanc avant de commencer, de démarrer pour le chat informel, les blabla, les gens qui se disent des trucs, qui font les remarques sur les fonds d'écran, les trucs, les machins. Ou peut-être que je cadrerais beaucoup plus si on était au bureau parce qu'en fait, on était ensemble juste avant. Et où là, je me dis, c'est important de prévoir 5-10 minutes de battement possible comme ça. C'est peut-être plus ça, en fait, ce genre de check-in qu'un autre breaker officiel. Alors, je regarde la suite des questions. Alors, n'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez intervenir à un moment ou à un autre, autrement que par écrit, vous pouvez lever la main ou enlever votre micro et parler. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de rythme hybride en remote et au bureau. Comment ça se passe du coup pour la gestion du management visuel dans ces cas-là? On a parlé. Pour moi, le choix, il est simple. Il faut rester sur le numérique, en fait. Hein. Il n'est pas question pour moi de repasser, en fait, au bureau sur un mode management visuel board, quoi. On garde le board virtuel. Ça reste le fil rouge, quoi. Oui, pareil, Jira, Trello pour les outils. Voilà, après on aime ou on n'aime pas. Enfin, je trouve que Jira reste un très bon outil, très complet. Certains diront que c'est pas un outil agile, mais je pense que ça marche quand même très bien.
Voilà, ouais, Jira, Trello et de temps en temps des boards aussi des boards sur Draft. Donc Draft ne sert pas que pour moi à faire des ateliers et à faire des choses qui sont court terme et ensuite qu'on jette. J'ai certains boards long terme que je mets sur Draft. Sur Draft.io ou sur Miro. Oui, pareil, hein, nous, on a notre roadmap des trimestres que je matérialise sur Draft, à laquelle on se raccroche à tous les sprint planning ou les grooming pour voir un petit peu où on en est. Mais bon, du coup, de toute façon, nous, on est en full remote, donc la question de l'hybride ne se pose pas, mais je pense que oui, puis c'est un peu fastidieux aussi de maintenir à jour et du physique et du numérique, surtout qu'au final, les jours où vous serez en remote, si le numérique n'a pas été mis à jour, vous n'êtes plus à jour, quoi. Donc, autant garder une source et rester sur du numérique, je pense, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le risque, c'est aussi quand même la multiplication des boards numériques quand même. Du coup, je pense que je dois avoir 4 ou 5 Trello, 2 Jira, 2 boards sur Miro. Ouais, il y a peut-être une multiplication des boards alors qu'avant, sur les murs, on avait tendance à essayer de tout garder dans l'espace de l'équipe. Donc autour du bench de l'équipe, on retrouvait toutes les boards et toutes les informations intéressantes. Maintenant, c'est peut-être un peu plus explosé et éclaté sur plusieurs boards numériques. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose, moi, ce que j'aime bien dans le fait d'être passé en board numérique, alors nous, voilà, en ce moment, moi, j'interviens à la TS Digital Factory où est Marion. On a, on a des licences qui ont été achetées Miro, donc on n'est que sur Miro. Alors j'ai découvert que ça se liait avec Jira en plus. Donc tu parlais tout à l'heure, François, du fait que les refinements étaient peut-être mieux parce que vous utilisiez beaucoup plus de visuels. Alors là, c'est génial parce qu'on peut faire le refinement sur Miro et transformer les post-it en cartes Jira après sans avoir à faire de doublons. Et inversement, tu peux importer tes cartes Jira dans un Miro pour faire ta roadmap avec si tu veux. Ça, j'ai trouvé. Voilà. Il faut le savoir, les bons outils, ça permet de faire des trucs assez fantastiques. Et en physique, des fois, je trouvais que les boards vivaient pas beaucoup dans certaines équipes. Quand tu vas faire ta réunion dans une salle, tu peux pas amener ton board avec toi s'il n'est pas sur un tableau roulant et s'il est sur un mur. Et là, c'est vrai que le fait de l'avoir en management visuel dans un outil, je trouve que ça permet d'utiliser beaucoup plus de visuels pendant toutes les réunions, les ateliers, etc., tout au même endroit. Voilà. Et après, en physique, ça demande, enfin, je trouve que ça demande à être bien outillé. En fait, si tu as un grand écran sur lequel mettre ton board, ça va. Si tout le monde est sur son ordi, c'est moins sympa. Alors, je parle et il y a plein de questions qui arrivent pendant ce temps. C'est difficile d'avoir un impact à distance, je trouve. Des astuces pour accompagner le changement en remote. Vous avez des tâches d'action dans le board. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous avez des tâches d'action dans le board de l'équipe, c'est ça, par rapport au changement et tout ça? Qu'est-ce qu'on entend par tâche d'action? Ouais, je suis pas sûre non plus. Je sais pas. Alors souvent, Je peux en profiter pour parler comme je fais. Désolé pour ma lumière. Non, c'est moi qui ai posé les questions. Bonjour Emmanuel. Justement, je trouvais qu'on avait beaucoup d'idées, mais qu'on avait un peu du mal à appliquer nos actions au jour le jour en amélioration continue. Donc voilà, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez ressenti ça aussi en remote, c'était plus ça. Je sais pas si c'est clair comme question. les actions qui sont issues par exemple de la rétrospective. Ouais, par exemple, Ouais. ou qu'on a au cours du sprint parce qu'on a une idée. Ouais, alors moi, pareil, je cherche toujours la formule miracle hein, pour ces actions-là. Alors oui, on les a mis en tant que tâche d'action. On a fait ensuite une journée action, une journée amélioration continue pour pouvoir les faire. On les a gardés dans un board à part. On a essayé plusieurs choses. Je ne saurais pas te dire ce qui marche le mieux. Je ne saurais pas te dire ce qui marche le mieux. Ouais, les avoir peut-être dans le board principal, là où tu as tous tes stories, c'est finalement peut-être ce qui marche le mieux. Après du coup, il y a peut-être la priorisation qui pose problème. Est-ce que c'est plus prio qu'une story, moins prio à quel moment tu le fais Ouais, c'est pas, j'ai pas la formule miracle. Je la cherche. Non, mais merci pour le feedback.
Nous, du coup, pour rebondir un petit peu, déjà, on essaye de ne pas en prendre trop d'actions et de faire en sorte qu'elle soit relativement smart, qu'elle soit bien affectée à quelqu'un et que la personne soit, entre guillemets, responsable de la tâche. Après, pour ce qui est de mes tâches, moi, en tant que Scrum, en dehors des rétros, des choses que je vois un petit peu au fil des sprints et que je me dis que ce serait bien de le faire, j'ai un Trello personnel et je le suis en continu. Et je me cale en fait des créneaux pour essayer de justement un petit peu tacler ces sujets, par exemple faire du mind mapping pour un petit peu voir, poser les idées et puis s'il y a des choses à faire derrière, mettre en place des petites actions, quoi. Ok, je vais couper, mais merci pour le feedback aussi. Alors, question de Nadia. En tant que Scrum Master, comment donner du dynamisme à l'équipe qui en a parfois marre du télétravail contraint et à qui manquent les réunions physiques? Alors, j'ai l'impression que moi, j'ai pas eu le cas de gens qui étaient mal en télétravail, qui en avaient marre du télétravail. J'ai l'impression que ça a plutôt été très bien accueilli, que les gens sont plutôt contents d'être en télétravail. Après, voilà, pour le dynamisme, les cafés virtuels pour s'amuser un peu, pour jouer ensemble, ça c'est peut-être ça c'est nécessaire, hein, je pense. Mais voilà, je dirais que les gens sont contents. Enfin, pour moi, les équipes sont contentes d'être en télétravail et se plaisent bien. J'ai pas eu de cas où des gens se sentaient mal. Il doit y en avoir. Peut-être que d'autres ont eu le problème. Je te rejoins en tout cas, moi, François, j'ai pas ressenti que les gens étaient pas. Au contraire, ouais, ils ont apprécié d'être en télétravail, ça s'est passé plutôt bien. Et dès que je sens qu'il y a un petit coup de mou, mais pas forcément à cause du remote, bah là, je remets en place des Among Us ou des petits temps d'informel, des petits cafés, des trucs comme ça pour un petit peu redynamiser l'équipe et pas faire que de se voir en réunion, de produire, etc., quoi. Moi, j'ai eu un membre qui continue à vivre assez mal l'aspect remote, mais c'est vrai que chez moi, vu qu'on garde quand même une journée par semaine sur site, bah, malgré tout, c'est un peu la bouffée d'air pour ceux qui ont envie de venir, de pouvoir voir des gens, même si ce n'est pas des gens forcément de son équipe, mais de voir du monde, quoi. Donc ça peut aider. Mais j'ai eu une personne surtout qui s'est retrouvée en difficulté par rapport au télétravail. Donc là, c'est plus des séances individuelles, en fait. J'ai pas eu à l'échelle du groupe, en fait. C'était très individuel, donc c'est plutôt du coaching perso sur ces aspects-là. Il y a Vincent qui demande aussi, est-ce que vous avez eu à gérer de la multilocalisation et des décalages horaires? Alors, pas dans le cadre du Covid, mais dans mes anciennes équipes, oui, j'avais quelqu'un qui travaillait à La Réunion. Et puis, bah, du coup, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il terminait sa journée assez tôt et qu'il a commencé très tôt aussi. Et donc, du coup, forcément, bah, quand il y avait des points de synchro à faire, il fallait s'organiser en fonction de ça. Donc, c'était pas forcément toujours évident, mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé de notre côté. Le matin, il arrivait, il avait, par exemple, je ne sais pas si le PO avait des choses à lui dire, il avait sa petite liste de choses à traiter en avance pour qu'il puisse, en fait, entre guillemets, travailler sans avoir besoin d'être en synchrone avec le PO et les autres membres de l'équipe. Donc voilà, c'est essayer d'un petit peu organiser la synchrone, de faire en sorte que lui, il puisse avoir les réponses à ses questions quand il arrive le matin et inversement, qu'il parte en ayant répondu aux questions des autres. Ou, voilà, quoi. Moi, je vais rajouter, parce que moi, j'ai eu le cas avant le remote, enfin avant le Covid aussi. Et puis, c'est quelque chose, je ne sais pas si si on l'a trop abordé avec le télétravail, de toute façon, je trouve ça très utile. C'est tout ce qui est communication asynchrone, en fait. On a tendance à vouloir
quand on a des gens dans d'autres localisations avec d'autres horaires ou une fois qu'on est en télétravail, on a tendance à vouloir reproduire nos modes de communication présentiels parce que c'est ce dont on a l'habitude. Et en fait, quand on discute avec les gens qui travaillent beaucoup comme ça depuis longtemps ou en télétravail, ils disent qu'ils ont complètement changé et qu'ils utilisent beaucoup la communication asynchrone avec d'autres canaux de communication. Et je pense que du coup, quand on est avec des horaires décalés, c'est aussi super important. Ça passe par, on en a parlé, Teams, Slack, etc., les channels, mais aussi, par exemple, pour un atelier, avoir ce soit, que ce soit Google Doc ou un outil de type Miro, etc., où on va mettre des choses et on va pouvoir travailler en asynchrone avec des commentaires, mettre des remarques et se voir finalement que pour converger et conclure, mais où il y a déjà eu plein de travail en amont qui a été fait en asynchrone, des réponses sur le document qui peuvent durer plusieurs jours. Et donc, on va avoir besoin de se voir beaucoup moins longtemps. Et donc, c'est peut-être plus facile de trouver des créneaux dans ce moment-là, que ce soit parce qu'on a des contraintes de décalage horaire et qu'on n'a pas beaucoup de temps en commun, ou parce que on est en télétravail et qu'on veut diminuer les temps de meeting, etc. Atelier full asynchrone, c'est intéressant. Ouais, alors moi, j'ai jamais fait du full asynchrone, j'aimerais bien tester. Et j'ai lu plusieurs articles de retour de gens qui faisaient ça. Pas complètement full asynchrone, ils se voient peut-être, je sais pas, une demi-heure au début pour dire qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils vont travailler. Ils posent tout après, ils posent tout sur un management visuel ou un outil, peu importe lequel. Et on travaille en asynchrone, on travaille sur les channels et on se retrouve que pour converger une demi-heure à la fin. Alors du coup, j'en profite pour rebondir parce qu'il y avait une question sur les canaux de communication qui explosent avec différents outils. Et c'est vrai que ça arrive surtout quand on n'a pas eu l'habitude. Tout d'un coup, on se contacte un coup par WhatsApp, un coup par Teams, un coup par mail, un coup par autre chose. Il y a plein de choses. Et là, je trouve que ça revient à... C'est important de revenir à mettre des règles d'équipe, à se demander en équipe. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs canaux de communication, mais de se demander lequel, pourquoi. Typiquement, de se dire les mails, ça reste. C'est des choses qu'on garde en général. Et par contre, on va pas attendre une réponse immédiate. Peut-être plus pour envoyer un compte rendu ou des choses comme ça. La messagerie instantanée pour avoir des réponses plus rapides, mais de se dire aussi on n'attend pas que ce soit dans la minute. C'est quand je veux une réponse dans la demi-journée, par exemple, je vais envoyer un message privé. Et par contre, le channel Teams ouvert de l'équipe pour tout ce qui est information Mais par contre, où chacun se dit, bah, je le consulte une fois par jour, par exemple. Enfin, on s'attend que ce soit dans les 24 heures et c'est plus de l'informatif. Enfin, je vous donne des exemples. Après, c'est à chaque équipe de voir ses règles, mais je pense que c'est des choses pas mal pour survivre, enfin pour changer aussi notre manière de fonctionner et pas chercher à faire du présentiel à distance, quoi, qui peut parfois être douloureux. Je sais que chez Binext, comme on est une entreprise où on est chacun chez nos clients, on a un Slack. Donc depuis longtemps, en fait, on fonctionne en communication asynchrone sur Slack au sein de l'entreprise. Et on a l'habitude et ça fonctionne très bien, en fait, ou sur les channels. On va avoir différents channels pour différents thèmes ou pour différentes équipes et mettre nos informations dessus et on sait que la personne répondra à tel ou tel moment où ça attend pas de réponse et c'est un partage. Et d'ailleurs, je me souviens que ma collègue Gwen, qui est là aussi, parce qu'elle organise le meet-up avec moi, m'avait dit un jour, ça m'avait frappé, que quand elle allait sur le Slack Binext, c'était comme si elle allait dans les locaux pour elle. Elle venait chez Binext quand elle ouvrait le Slack et j'avais trouvé ça très chouette comme description. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Frédéric. Alors, je voulais allumer ma caméra, mais elle ne marche plus là. Alors, moi, j'avais un retour à vous faire. Enfin, merci pour ces échanges. Je ne sais pas si ça a été dit. J'ai trouvé que moi, le remote et les réunions en remote, elles commencent plus à l'heure, globalement, dans l'expérience, et j'en ai partagé avec des gens. Quand on doit chercher une salle, etc., quand on est dans des locaux, des groupes où il y a des problèmes de réservation de salle parce que ça marche pas, parce que les gens jouent pas le jeu, etc.,
Il faut toujours attendre quelqu'un. Et puis souvent, moi, j'étais quand même dans des projets où les équipes n'étaient pas forcément colocalisées. Donc, on était deux, trois, mais on parlait à deux, trois personnes qui étaient sur un autre site. Donc, il fallait allumer la visioconférence de toute façon. Et il fallait attendre qu'en face, ils soient prêts, qu'ils aient trouvé une salle, etc. De mon expérience personnelle, globalement, j'ai trouvé que les réunions en remote commençaient plus à l'heure. Et pour des équipes qui se connaissaient bien, comme la mienne, quand j'étais Scrum Master dans ma mission précédente, ça marchait mieux. Parce qu'on se connaissait bien et qu'on avait déjà les outils, etc. On avait des problèmes de synchronisation du board physique avec le board numérique. Eh ben, le board physique au mur, on l'a acheté quand on a été confiné, évidemment, mais on a tout suivi sur Jira. Et ça marchait bien parce que globalement, l'adhésion à l'outil dans notre équipe marchait bien. Et ce qui a mieux marché aussi, c'est que nos délits, nous, on les faisait dans l'open space à côté de notre mur physique avec les post-it. Mais on était dans tout le groupe, dans un grand open space avec du bruit et avec des gens systématiquement qui nous interrompaient. Alors, on était obligé de leur dire, ouais, on est en délit, reviens dans un quart d'heure, etc. Mais c'était assez systématique. Et du coup, on n'avait plus cette interruption-là euh, quand on est passé en remote. Euh, voilà mes réactions. Et je voulais savoir si je pouvais faire une toute petite page de pub. Alors, ça concerne le rôle du Scrum Master. Alors, je vois qu'on me. Écoute, Euh, je ne sais je pas sais de pas quoi si tu je veux peux. faire la pub, vas-y. Ok, je fais partie d'un groupe, je sais pas, vous l'avez peut-être vu passer, on a été dans le calendrier Christmas Agile, où on essaie d'écrire un livre collaboratif sur le rôle du Scrum Master. Voilà, c'était juste pour savoir si je pouvais donner le contact dans les commentaires, s'il y a des gens que ça intéresserait. Donc c'est la même chose que votre meet-up, mais on voudrait passer par l'écrit pour faire ce que vous faites là ensemble maintenant. Ok, bah vas-y, écoute, je t'en prie, mets dans la conversation. Voilà, je vais savoir si ça vous gênait pas trop. Non. C'est vrai que d'habitude, à l'époque où on faisait dans l'autre vie où on faisait les meet-up en présentiel, il y avait aussi la partie discussion post-meet-up au buffet où on pouvait parler de tout ce qu'on voulait et qui n'existe plus. Donc je considère que la conversation, elle est aussi là pour ça et elle est libre. Donc sens-toi libre de mettre dessus ces informations. Oui, effectivement, je vois le commentaire qu'on me fait là sur les 15 minutes, etc., le temps du délit. En fait, c'est le rôle du Scrum Master, quelque part, de aussi savoir arrêter les conversations qui sont trop longues ou qui ne concernent pas toute l'équipe et de dire, bah, OK, là, je vois qu'il y a un truc, vous en parlez à deux, à trois, machin, après le délit. De recentrer, vous l'avez un peu tous dit quelque part, c'est faut s'entendre sur ce moment qu'on partage. Il sert à quoi? Quand est-ce qu'il commence? Quand est-ce qu'il s'arrête? Et qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Si le délit, c'est l'avancement, les contraintes, les difficultés, OK, ben, on partage. Et puis après, s'il y a vraiment des points techniques à voir, des difficultés à craquer, le Scrum Master avec un membre de l'équipe ou pas va aller au charbon ou plusieurs membres de l'équipe vont plus partager sur cette problématique, mais c'est quelque chose en dehors du délit, quoi. Ok. Merci Frédéric pour Merci à vous encore. Je rebondis juste sur les réunions remote. Il y a aussi des aspects désagréables, hein, le côté t'as oublié d'activer ton micro, ou alors les micros déconnexion. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Voilà, il y a ces petits aspects-là qui arrivent trop souvent, Oui, sûrement. oui, 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 bien sûr. Bah, comme le problème que j'ai là maintenant, effectivement, ça permet de remplir des grilles de bingo. Exactement, oui, ça peut être Voilà. fun, hein. Et en fait, si tu as aussi ces interruptions dans la vie réelle. Moi, plusieurs fois, je me suis fait virer de salle de réunion parce qu'on l'avait pas bien réservé ou parce que c'était un grand chef qui arrivait ou parce que quelqu'un veut absolument parler, il y a une urgence, il y a le téléphone qui sonne, les gens sont sur smartphone. Tu vois, c'est des conversations parallèles, donc quelqu'un a évoqué, ça existe aussi, quoi. Et puis le fait de partager, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, un document partagé. Moi, je travaille en remote dans de l'associatif et dans des groupes qui ne sont pas des gens, des collègues avec qui je travaille. Et à plusieurs moments, on a utilisé Google Doc pour écrire un document en parallèle. Donc Google Doc, ça marche mieux que Word dans la pratique. Et de voir les gens, les idées qui se mettent en place, les gens qui corrigent vos fautes en temps réel, etc. Alors, le faites pas souvent, mais quand vous le faites avec un groupe de gens qui sont un peu en phase et motivés en même temps, c'est vraiment magique. Comme faire un draft à plusieurs, un draft IO à plusieurs, et voir les idées qui s'allongent, les gens qui se corrigent, etc. Ça, je te l'accorde. Tu l'utilises aussi, François, c'est assez puissant comme outil. Moi, j'avais entendu parler aussi, j'avais lu un article, et ça, je ne l'ai jamais testé, et sur des gens qui se faisaient des réunions silencieuses.
où en gros, ils sont dans un Google Doc ou avec OneDrive, je trouve que c'est possible aussi maintenant, où tout le monde est sur le même doc et participe en même temps, commente, répond aux commentaires, etc. Et où il parle soit pour conclure à la fin, soit pas du tout, et où il paraît apparemment que c'est beaucoup plus efficace. Enfin, en tout cas, le retour d'expérience de ce que j'avais lu était assez efficace parce qu'il disait que ça permettait aussi de réduire les débats sans fin quand on tourne en rond ou qu'on part trop à côté. Parce qu'en fait, quand tu dois écrire, tu te poses plus de questions un peu avant de le faire, de mettre un commentaire et de répondre aux commentaires. Et que donc, du coup, c'était plus focus, quoi. Voilà, je me dis qu'il y a plein de choses à tester encore sur nos pratiques. On arrive bientôt à la fin. Je vous propose qu'on s'arrête là pour les questions. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé activement. Je vous ai mis le lien dans la conversation vers un board draft pour avoir vos feedbacks sur le meet-up et pouvoir prendre du feedback. Je ne sais pas du coup si Emeline, François, Marion, est-ce que vous voulez rajouter un mot pour conclure? Le remote, c'est super. L'hybride, Non, c'est mieux. l'hybride, c'est mieux. L'hybride, c'est mieux, ouais. Moi, je suis convaincu que l'hybride, c'est mieux. Mais non, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci Fleur pour l'invitation pour parler dans ce meet-up. Voilà, un grand merci. Ouais, pareil, grand merci. Ça fait du bien aussi de savoir qu'on n'est pas seul dans cette communauté de Scrum Master à distance et qu'on a réussi à relever le challenge très particulier dans ce moment. Donc, merci pour l'invitation et puis pour tous ces échanges très enrichissants. C'est toujours sympa d'échanger avec tout le monde. Pas mieux, vous avez tout dit. Un grand merci à tous pour votre participation, pour l'échange d'expériences, pour vos questions. Et merci à Fleur et son équipe pour l'orga. Merci tous les trois d'avoir accepté de venir et de prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. On a enregistré aussi, donc on mettra la vidéo en ligne. Et voilà, et je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci, bonne soirée.